tanta gente eu descubro para onde vou. E esta pedra e este grito são história daquilo que eu sou. Ça commence juste après. Vamos todos, vamos com tudo. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Golasto Studio. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de ne pas bégayer. Évidemment, on a un peu la pression et j'ai des élèves dissipés autour de moi. On va évidemment déployer un dispositif tout entier pour suivre l'Euro et notamment les matchs du Portugal tout au long de la compétition. J'ai évidemment autour de moi une équipe exceptionnelle ce soir. Je vais présenter un par un. On va commencer par l'ancien boss puisque c'est moi le nouveau. Alex, comment vas-tu? Ça va, Ton. Pour la vraie histoire, en fait, il m'a envoyé un message en privé. Il me dit écoute, ça fait 37 ans que je suis célibataire. S'il te plaît, là il y aura des meufs. Laisse-moi être sous le feu des projecteurs. Et vas-y, je suis gentil, je t'ai laissé la place pour ce soir. À ta gauche, on aura également Louis. Salut Ton, salut à tous nos auditeurs. C'est avec un énorme plaisir que je vous vois ici, avec ces belles infrastructures, cette logistique. Merci pour les travaux. Merci pour les travaux. Non, ça fait grave plaisir et je pense que on a tout ce qu'il faut pour faire une belle émission. Effectivement, en face de lui, vous l'avez entendu, Dany, on va pas parler de Louis-Philippe Vieira ce soir. Comment vas-tu? Ça va très bien, boss. Et finalement, Mathieu, comment vas-tu? Évidemment, la question que je pose à tout le monde. Bonsoir Ton, bonsoir à vous mes collègues, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Effectivement, c'est la première fois. Et magnifique, grand plaisir d'être avec vous. C'est super. Débriefer ce match. Et effectivement, comme tu l'as dit, on va débriefer le premier match, l'entrée en lice du Portugal dans cet Euro 2020, qui s'est soldé par un match, par une victoire un peu poussive, mais qui est arrivée en fin de match. On va commencer par vous afficher d'abord d'ailleurs le sommaire effectivement que vous voyez à l'écran. On commencera du coup par la présentation de l'équipe que je viens de faire, la compo, le déroulé du match, première mi-temps, deuxième mi-temps, les tops, les flops, et on finira par parler du prochain adversaire du Portugal qui joue en ce moment même contre l'équipe de France. Donc merci à ceux qui prennent le temps de nous écouter malgré ce match exceptionnel qui se déroule. Et du coup on reviendra sur cet adversaire qu'on affrontera samedi soir à la fin de cette émission. On va commencer du coup par la compo du Portugal qui va s'afficher sur vos écrans normalement. Effectivement qui s'affiche derrière nous, du coup avec un 4-3-3 sans surprise classique qu'on attendait, avec du coup Rui Patricio dans les buts, la charnière Pepe Ruben Dias, Guerreiro et Semedo à droite, le fameux milieu à 3 William, Danilo, Bruno Fernandes, et devant la triplette Diogo Jota, Ronaldo 9 et Bernardo Silva sur l'aile droite. Pas de surprise sur cette compo, rien à rajouter, on s'y attendait un peu. C'est l'équipe type sous Fernando Santos. Voilà, c'est en fait avec l'absence de joueur Cancelo, on savait que c'était Semedo et y a pas de surprise, zéro surprise. Ouais, c'est normal, je n'ai pas mis Renato, mais bon. Effectivement, mais on reviendra sur Renato en courant d'émission. Juste un mot sur la Hongrie. On sait que Mathieu, tu as regardé pas mal de matchs de préparation de la Hongrie. Si tu pouvais juste nous dire un mot avant le match sur cette équipe. Par rapport à la compo, c'est vrai qu'il y avait un sorte de problème, c'est-à-dire qu'il avait mis Attila Fiola arrière, enfin piston gauche dans la défense à 5 et qui est pas droitier. C'est pas ce qu'on attendait forcément du côté de la Hongrie, et je pense dès le départ, si tu veux, on avait cette sensation que la Hongrie allait défendre, et c'est ce qui s'est passé, qu'ils allaient mieux contrôler leur espace entre les lignes, et qu'on allait avoir un 5-3-2 mais quand même mais assez compact. Mais est-ce que tu t'attendais à un tel match défense? Moi je m'attendais pas, pour être transparent, j'ai vu 0 match de la Hongrie. Mais d'après ton article là sur Golasso, est-ce que tu attendais que ça défende autant? Moi j'étais choqué que ça défende autant. Je pense sans Szoboszlai et sans Kalmar, je pense que oui, ça allait défendre autant. Il manquait leur joueur créatif, il n'y en avait plus qu'un, il y avait Roland Salah qui nous a fait un peu mal aussi sur ça. Qui nous a fait un peu mal, ouais. Le robot là, qui a été le seul. Le grand là? Non, c'est sur le 20. Le 20 là, le numéro 20 là. Voilà, je pense que le grand point fort de la Hongrie, et de toute façon ça va pour les deux autres matchs aussi, la Hongrie va tabuler sur son duo Salah, parce qu'ils ont un peu le même nom devant, et ça va être ça. Mais défensivement, je m'attendais à qui défendre. Je pense qu'on a aussi bien contrôlé certaines transitions, notamment en première mi-temps, effectivement, ce qui a fait qu'on a moins vu le côté offensif, mais la Hongrie a essayé quand même de ressortir
comparé à la Suède par exemple hier face à l'Espagne où Ouais. on a eu beaucoup Bah, moins justement, de ouais. volonté de sortir. Ils ont essayé, je pense qu'on a bien contrôlé derrière, on va en parler. Peut-être en deuxième mi-temps, on a eu un peu de mal. Bah mais justement, on va commencer par la première si vous voulez bien, messieurs. Du coup, ouais, une première mi-temps, comme tu l'as dit, où on s'attendait à ce qu'ils défendent. On n'a pas vraiment, nous, été inquiétés. On n'a pas non plus été très dangereux. On a eu quand même 2 grosses occasions qu'on loupe. Notamment une qui nous a tous et toutes un peu surprise, parce que CR7 qui rate ce but offert, Ouais. on s'y attendait pas trop. Quels enseignements on tire de cette première mi-temps, puisqu'on rappelle qu'on rentre au vestiaire sur un match nul. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps, par exemple, Louis Bah, la première mi-temps, moi je l'ai trouvée bonne dans le global au niveau du jeu. Je nous ai trouvé bien en place. J'ai trouvé qu'il y avait de la créativité, il y avait de l'imagination, même offensivement, ce qu'on n'a pas eu en deuxième mi-temps, et on en reviendra après. Je nous ai trouvé bons, je nous ai trouvé en place. Il nous manquait ces petits buts, notamment, bah, comme tu l'as dit, la demi-volée de Ronaldo ratée avec ce mauvais rebond juste avant qu'il la prenne. T'as sa frappe du gauche aussi qui est arrêtée par le gardien, qui est plutôt pas mal. Et on est bien. Bah, justement, on se dit que c'est encourageant. Bah, avec l'équipe, quand on a regardé le match, on s'est dit c'est encourageant, on est plutôt bien dans le match, etc. Et le petit quart d'heure juste après qui vient était pas aussi bon. Bah moi j'ai trouvé qu'en première mi-temps on avait tout bien fait, surtout défensivement, on avait contré toutes leurs transitions, on n'a pas été inquiété une seule fois je crois en première mi-temps. Mis à part un peu sur le coup de pied arrêté. coup de pied ouais, arrêté. sur coup de pied arrêté. Ouais, le seul. Avant l'occasion de Ronaldo, t'as Diogo Jota qui en croque une belle parce que je pense que s'il ouvre un peu plus les yeux et Ouais, il peut Ronaldo l'ouvrir tout sur la seul. gauche. Et bon, il fait un peu le bourrin comme d'habitude, il frappe. Bon, après voilà, c'était une belle frappe et ça aurait pu faire filet, mais voilà, en première mi-temps, vraiment, ça m'a rassuré parce que c'est vrai qu'au début de cette compétition, on n'était pas vraiment rassuré, je trouve, sur le Portugal depuis novembre. Et quand tu regardes la première mi-temps, tu te dis, bon, bah ça va, ils sont bien rentrés dans leur compète. Et après, bah, comme tu as dit, Louis, il y a eu cette mi-temps et un visage totalement différent en seconde période de la part du La Portugal. Hongrie qui a qu'un seul tir cadré à la Ouais, mi-temps. Non, Après, la première mi-temps est bonne. Hein, je trouve. tu dis la première mi-temps est bonne, on en parlait pendant le match. Il y a Manque de rythme, je trouve. Ouais, on manque un peu de rythme. C'est Et ça. après, il y a notamment un joueur que nous, on avait trouvé pas mauvais, bon, pas exceptionnel non plus, mais dans son match, Diogo Jota, que tu n'as pas trouvé bon. Ouais, moi, j'ai pas trouvé. Donc c'est le moment d'en parler. Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué à Il Diogo a, Jota dans cette il a première fait 2-3 bonnes percées où il a ce rôle d'ailier qu'on n'a pas au Portugal tout simplement parce que Bernardo ailier c'est tout simplement un scandale et c'est honteux de le mettre comme ça ailier droit. Donc Diogo Jota apporte un peu cette profondeur et cette percussion qu'on n'a pas au Portugal. Mais c'est bourrin quoi, Ça vaut pas ton Pedro Neto, Alex. Hein, Ouais, Ça, on est tous d'accord, on en a parlé justement. Il y a tout à l'heure. à chaque fois il y a 4000 contre favorables, tu vois, pour débrouiller un défenseur, c'est compliqué, après oui, ça reste on en a parlé 1000 fois déjà dans une émission, ça reste un joueur qu'on trouvait super bon à Passos. À Porto c'était un peu plus compliqué, Louis, tu sais. Tout à fait. Et là à Liverpool il a fait une grosse saison, on va le dire, mais je trouve quand même que ça manque quand même de génie, on va dire, je pense, pour créer des brèches dans des défenses compactes comme ça. J'attendais un peu plus de Diogo Jota. Alors ça manque de génie, je pense qu'on est tous d'accord, même s'il sort d'une grosse saison comme tu l'as dit, mais de ce côté-là, je sais que vous avez trouvé, pas le match exceptionnel, mais vous l'avez trouvé plutôt bon dans ce qu'il a fait. On sait qu'il a raté une des 3 grosses occasions qu'on a eues. Ouais, Deux facile, des trois, ouais. ouais. Il en loupe une, en Ouais, première temps, il en loupe une ou Et il y en a deux. une où il bute sur le gardien surtout. Sur BF, c'est en deuxième ou en première? Ou il peut la laisser passer pour BF? Non, c'est la première. Non, c'est en première, première, c'est en première également. C'est en première Ouais, également. sur celle-ci par exemple, tu dis qu'elle a la place, il peut la laisser, mais il tente, à la Mm. rigueur. Ouais, Voilà, ouais. Moi, dans le jeu, ce que j'ai bien aimé finalement, c'est même ses retours défensifs. Parce qu'à un moment, il soutenait bien Guerrero sur le retour et les décalages qu'il proposait quand il venait de rentrer dans le cœur du jeu. Donc finalement, il pouvait créer au début de l'action et arriver pour finaliser aussi, tu vois. Donc moi, franchement, sur la première mi-temps, je trouve que c'est un des mecs qui m'ont plus impressionné. Enfin, outre nos Danilo, William, Ruben Dias, Pepe, qui finalement, même quand ça jouait long, bah, ils étaient à la récupération directe. Donc on leur laissait même pas le temps de respirer. Pour moi, ce qui manquait, c'était de la créativité, du rythme, de l'intensité. C'était très pauvre. Et finalement, on était limite prévisible à certains moments. Et moi, je vais tirer avec ça, mais... Ouais, moi, Ronaldo... Non, mais on va parler de Ronaldo, parce qu'il y a un moment... Ça y est, c'est maintenant. Là, je vais en parler un peu, parce que... Tu veux mal parler de papa, vas-y. Qui loupe l'occasion face au but, qui loupe sa première occasion, enfin l'occasion face au but, je te promets que je peux comprendre à la rigueur, ça arrive. Par contre, dans le jeu, qu'il soit jamais dans le sens du jeu, qui viennent toujours dans la zone Bernardo Silva quand il décroche et que du coup il laisse toujours un espace énorme dans l'axe et que tu te retrouves avec un BF qui est limite 9, ça je comprends pas. J'avais l'impression de voir un garçon qui venait de commencer en sélection qui était un peu foufou sur le terrain. Vraiment, à certains moments, c'était ça. On reproche à Renato à un moment. C'est ça. Et quand tu vois finalement que sa plus grosse occasion, c'est limite dans ce qu'il doit produire, dans cette zone-là, tu dis que finalement, bah, si il laisse le ballon circuler autour et qu'il laisse plus de liberté à BF, et on pourra en parler aussi parce que son match est pas bon, bah, il aurait peut-être eu plus d'occasions finalement. Et qu'il faut qu'il comprenne qu'au bout d'un moment, c'est pas à lui de créer.
et qu'il y a d'autres joueurs pour ça en fait. Excuse-moi, dans ce que tu viens de dire, comme l'a dit Mathieu depuis la nuit des temps, quand on fait des analyses sur la sélection, c'est que Ronaldo c'est le meilleur joueur de l'histoire dans la surface de réparation. Et là, comme tu l'as dit, je pense que durant 60 minutes, tu le vois pas dans la surface en fait. Tu dis, il est fois que tu vois dans la surface, il rate sa grosse occasion en première mi-temps et du coup à la deuxième mi-temps, il a ses occasions et là c'est les buts qui viennent. Hors jeu, mais tu vois, il faut aussi la noter parce que ça peut te mettre en confiance. Là, c'est la faute des Fernando Santos. Mais ça, exactement. Où en fait, il sait que c'est un joueur qui ne restera pas dans la surface. Il a 37 piges, il va jamais le faire et je pense qu'il peut pas le faire. Dans ce cas, tu mets un joueur de surface, quoi. Tu mets André Silva, qui restera dans la surface et Ronaldo un peu plus libre. Mais tu peux pas mettre Ronaldo, je comprends tout ce qu'on a dit. Moi, je comprends pas. Moi, on sait que Fernando Santos voue un culte, et nous aussi, à Cristiano Ronaldo. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un, malgré son ego immense qu'on connaît, qui lui dise qu'il faut qu'il arrête de forcer, d'essayer de faire le jeu alors qu'il n'en a pas les capacités, et qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus à même de pouvoir le faire. Et là, du coup, il a buté sur la défense et il est juste venu chercher des ballons trop bas pour faire des passes latérales pendant de nombreuses minutes. Et pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui prend ses responsabilités, même Fernando Santos, qui semble être le mieux placé pour le faire, pour lui dire tu es le meilleur joueur de l'histoire, oui, il n'y a pas de problème là-dessus, maintenant il faut savoir jouer avec tes forces, ton jeu a évolué, et du coup il faut... il n'y a aucun sélectionneur qui a réussi à lui dire et à lui faire. Après, moi je crois... Ouais, mais avant il avait... Tu vois, avant il avait capacité, il pouvait, tu vois, mais moi je crois qu'on avait parlé avec Mathieu, il y a un problème, c'est que à partir du moment où dans ta communication, à chaque conférence de presse, tu lui fais comprendre que oui, c'est le meilleur joueur du monde. Et que chaque joueur après arrive et dit bah oui, c'est le meilleur joueur du monde. Au bout d'un moment, quand même des Ruben Dias, des Bruno Fernandes viennent te l'affirmer, on sait que c'est un des meilleurs de l'histoire, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment où il faut peut-être baisser son statut parce qu'il y a des gens qui peuvent assumer aussi ce statut-là de dire bah aujourd'hui on a le meilleur joueur d'Angleterre qui est dans notre équipe. On a sur la compo du 11 de l'année en Angleterre, on en a 3, bon il y en a un qui a le Covid malheureusement. Mais dans chaque ligne tu as un leader. Non, 3, Bernardo n'est pas dedans. Mais tu en as 3 et à chaque ligne tu as un leader. Et quand on arrive sur le terrain, tu sens qu'il y a une dépendance. Elle commence à être, je l'ai trouvé moins leadership sur ce match. Ouais. Tu le vois clairement pas sur BF, tu le vois qui s'efface. Sur BF, tu le vois un peu. Moi, j'ai trouvé qu'il s'effacait. Quand tu regardes à United, etc., tu le vois sur le carton de Ruben Dias. Oui, mais après c'est sur le terrain, tu vois, il est plus proche. Je suis d'accord. Il joue ce rôle-là et même Ruben Dias de lui-même le fait techniquement, tu vois, sur le match. Surtout que tu sais que Ronaldo tout seul en pointe, c'est pas bon, quoi. Ça n'a jamais été bon. Voilà, et moi je répète que sur ce genre de match-là, sur ce match-là, ouais, pour moi c'était André Silva qu'il fallait mettre. Et je l'ai tweeté ce matin. Il fallait un mec autour de lui ou dans la surface qui puisse faire un peu ce sale boulot de comme faisait Benzema, comme faisait un peu Mandzukic quand il arrivait à la Juve. De laisser Ronaldo libre et arriver au dernier moment dans la surface. Et Ronaldo tout seul en pointe avec 3 défenseurs en plus. On a vu que ça donnait, c'était pas bon. Parce que moi je te rejoins. Parce que si t'as un joueur comme ça à côté de lui, t'as un mec qui va tenir son rôle, qui va occuper les défenses, etc. À partir du moment où t'as un attaquant qui dézone totalement, tes défenseurs ils sont tranquilles. Ils savent qu'ils peuvent. Il y a rien, il y a pas de danger. À proximité, il y a pas de danger. Et puis quand il va aller toucher le ballon, si encore il y avait du génie. Et je me souviens d'un moment où il dézone sur la zone de Bernardo, il remet sur ses médos, il provoque une contre-attaque directe. Ça arrive, mais c'est un enchaînement, c'est une accumulation. Et sur ce genre de compétition, là c'est la Hongrie, contre l'Allemagne ou la France, ça peut être très dangereux. Et non seulement il vient dans la zone de Bernardo, mais en plus il vient dans la zone de BF, et c'est ce qui le rend aussi mauvais. Je pense que c'est ce qui rend le fait que BF est moins bon. Après on y reviendra, c'est aussi son déchet technique qui fait qu'il est pas bon tout simplement en sélection. Mais le fait d'avoir Ronaldo qui vient dans la zone de BF à chaque fois, ça nuit il se piétine en fait. Mais même pas que la zone des BF, en fait, il rend service à personne. Même pas que la zone des BF, il a aussi piétiné sur la zone de Diogo Jota en première mi-temps. Il prend le ballon sur la gauche, il essaye de faire 2-3 gris-gris et ça ne donne rien du tout et il perd le ballon. Il était un peu partout, sauf là où on lui demandait en fait. Et finalement, moi c'est pour ça que je dis que Jota fait une bonne première mi-temps parce qu'il arrivait à compenser en arrivant dans les zones où Ronaldo devait être en fait. Et là où un Bernardo le faisait pas et restait constamment collé à la ligne droite. Je le dis à Mathieu quand on regarde le match, je lui dis mais je crois au bout de 10 minutes, tu fais Bernardo est titulaire. Tu vois, un moment réceptionner un ballon sur le côté droit et tu l'avais pas vu du match sinon. Il y a un moment au deuxième mi-temps où tu vois un peu plus dans le cœur du jeu. Et là c'était un peu plus intéressant. Quand il sort quoi. Ouais. Il est sorti à ce moment-là. Non mais est-ce que ça a pas parce qu'on a vu à plusieurs moments du match, on a vu même William Carvalho être collé à l'aile droite. Est-ce que alors je dis pas que c'est à cause de Ronaldo évidemment, mais est-ce que ces petits décalages n'ont pas créé un énorme décalage justement au milieu parce qu'on a vu plusieurs moments où il y avait des intervalles qui étaient complètement vides, il n'y avait pas de solution, on faisait des passes latérales et tout. Est-ce que ces dézonages n'ont pas forcé ces décalages qu'on a vu ensuite, tu vois. T'as ça et t'as pas mal d'autres choses. T'as ce positionnement de Ronaldo qui est un peu partout et qui est au final nulle part. Parce que dans le jeu aujourd'hui, t'as un Diogo Jota qui occupe son couloir, qui occupe son espace. T'as un Bruno Fernandes qui occupe son espace. T'as un Bernardo qui occupe son espace, même s'il est beaucoup trop collé à la ligne. Un peu plus fort. Pardon.
qui est beaucoup trop collé à la ligne. Et donc, tu as le problème Ronaldo. Et après, tu as d'autres problèmes, même on l'a vu sur les derniers matchs, notamment le rassemblement en mars, notamment face à la Serbie. Il y a certains des espaces qui ne sont pas occupés. C'est des espaces entre les lignes qui ne sont pas occupés. Tu as ce genre d'espace-là. Avec Santos, l'espace, quand en plus on est en organisation et qu'on a vraiment, on a une équipe qui a défendu 80% du temps du match. Je crois qu'on a 70% de possession de balle, donc on a une équipe qui a défendu. On ne profiterait pas pour mettre les stats. Mettons les stats. Avec Nelson on a 66% du temps de ballon, donc on a l'Hongrie a quand même défendu un sacré bout du match, quoi. Et voilà, donc on a eu du mal à circuler le ballon, on a eu du mal à faire les décalages sans Cancelo à droite. Je pense qu'on va le répéter sur tous nos lives d'ici la semaine prochaine face à la France. Attends un petit peu. Face à la France, que bien sûr que déjà il n'y a pas beaucoup de dynamique, on a l'impression qu'elles sont plus créées par des individualités. Si tu prends ce côté droit avec Bernardo, même s'il est collé à la ligne, s'il a un Cancelo autour de lui, s'il a un Bruno Fernandes autour de lui, ça peut être quelque chose d'intéressant. On l'a vu sur certains matchs. Là, t'as même plus Cancelo, t'as Semedo. Il fait son match, il est homme du match, c'est long goal point. Voilà, défensivement, il fait son match. Mais défensivement, on a fait notre match. Sauf en deuxième période, je pense que il y a eu certaines transitions défensives qui ont été un peu, qui ont été compensées par la défense centrale, qui ont été compensées par Danilo et Nelson Semedo. Mais on a fait notre match défensif. Offensivement, on a eu en première mi-temps en tout cas, on a eu nos occasions, ça passe encore beaucoup par les centres, beaucoup trop par les centres. Et voilà, et après Bruno Fernandes, on en parlera peut-être sur cette première période. En tout cas, je trouve qu'il n'est pas aidé parce que il est là pour essayer d'être le créateur. On le met dans l'axe, on met pas Bernardo dans l'axe, on met Bernardo Eli. De toute façon, il n'y a que Bernardo Camelis dans sa convocation. Il y a Pedro Neto, il y a Trinca, on n'a pas été convoqué. Et on a Bruno Fernandes qui est là, qui est censé avoir toute la... D'accord. On est censé avoir donc j'en étais à où Bruno Fernandes qui devait animer ce couloir central et qui devait être qui devait vraiment créer ces décalages, et au final il n'y a pas ces dynamiques pour le servir. Et après t'as un Ronaldo qui fait un peu ce qu'il veut, qui décroche dans la zone d'un peu tout le monde, et ça crée offensivement, ça passait par des centres en première mi-temps, mais ça a manqué quand même défensivement c'était bien, offensivement ça manque encore toujours un peu d'allant. C'est ce que j'ai dit au début, c'était maîtriser mes poussifs. Et on n'a pas été inquiété concrètement. On n'a pas sué dans ce match-là. Mais c'est pas ce qu'on attend, du moins offensivement, d'une entrée en compétition. Vraiment, on veut montrer la manière, surtout contre le petit poussé entre guillemets, en respectant les Hongrois évidemment, la petite équipe du groupe concrètement, ceux qui viennent en outsider. Et au final, on a trouvé la brèche que en deuxième mi-temps. Et on va en parler avant de trouver la brèche exactement. Tard, on a quand même poussé encore plus, et on s'est même ennuyé en début de deuxième mi-temps. Je sais pas s'il y en a un de vous qui veut parler de ce début de deuxième mi-temps où littéralement on s'est un peu endormi, on était, il y avait même les semblants d'initiative qu'on avait dans la première mi-temps, on les a pas retrouvés en deuxième, et il a fallu des changements qu'on a trouvé au départ un peu bizarre. C'est pas bizarre, mais disons les faits. Et qui resteront bizarres pour moi. On les trouvait pas les bons. Alors d'abord juste un mot sur le début de la deuxième mi-temps, Alex, si t'as, par exemple, si tu je pense que la deuxième mi-temps elle est honteuse d'une équipe qui veut gagner la Coupe d'Europe. C'est ce qu'ils disent, hein. Moi c'est quand j'entends Fernando Santos, quand j'entends les joueurs disent qu'ils veulent regagner le championnat d'Europe, et je suis d'accord avec eux, on doit avoir cette ambition là. Mais tu peux pas faire une deuxième mi-temps comme ça, à petit trop, en rythme des sénateurs, c'est ce que je craignais le plus. C'est ce qu'on voyait pas trop en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on a totalement marché notre jeu en U avec personne dans les interlignes. Et là, tu te dis, le meilleur là-dessus, c'est João Félix. Hein. Tu dis, que le meilleur qui peut jouer entre les lignes, c'est João Félix. 60e, on l'a jamais eu. Et t'attends, tu dis, va le faire rentrer quand même, parce que c'est quand même le meilleur joueur entre les lignes qui peut te provoquer un peu de choses. Et non, il te fait rentrer Rafa Silva. Tu fais rentrer Rafa, un joueur qui a besoin d'espace contre un bloc bas, qui ne te donne pas, littéralement. En fait, t'as réussi à en avoir sur le but, mais on va en parler. Mais en tout cas, pour moi, Bernardo peut faire la même chose sur cette action-là. Ouais, mais en fonction de la physionomie du match, c'est pas le joueur qu'on attend, et c'est pas quand tu regardes le match, c'est pas le joueur auquel tu dois penser en premier. La lecture du match, c'est un reproche qu'on lui fait depuis quelques temps déjà. Face à la France, déjà lors du match en Ligue des Nations, le match retour, les Stades à Douche, on lui avait fait ce reproche en lui disant il y avait Moutinho titulaire, il le fait pas sortir. T'avais pas mal de trucs en disant même à la mi-temps, on voyait que ça fonctionnait pas, on voyait que le trio au milieu de terrain ne fonctionnait pas, et on avait aucune réaction. Et en plus, on prend un but face à la France très tôt dans ce match, très tôt en deuxième période. Même face à la Serbie, si tu regardes le début de notre deuxième période, on a un mal fou à gérer ce début de seconde période qui est assez paradoxal. Jusqu'à, comme tu l'as dit, ce débordement qui part de
Non, c'est bien Rafa. Semedo. Ouais, c'est qui part de Semedo, j'allais dire. Ouais. Qui part, On parlera. Ah ouais, on reparlera de Semedo, ouais, mais qui part du coup de Rafa. Non, pas de Semedo. De Rafa. De toute façon, on va parler du match, j'ai des questions sur Semedo à la fin. Pourquoi il aime du match? Je pense à tout. Ouais, exactement. Ça, c'est ça. Bah, faut revenir dessus quand même parce qu'il est censé faire du match selon les stats. Et du coup, on a des bêtises. Oubliez pas de lire le chat. Je n'ai pas le retour du chat. Mais en fait, moi je voulais le dire parce que la France gagne 1-0. Oui, effectivement. C'était pour ça, je voulais dire. C'est pas ce que je prévu. Mais est-ce qu'on s'en branle pas un peu? Alors, un peu de professionnalisme, s'il vous plaît. quand même, Alex. S'il vous plaît, quand même. Non, mais Non, effectivement. Si on peut faire une aparté dessus, on l'a dit au café, je pense qu'ils vont rouler sur les 2 premiers matchs. Oui. Bah, c'est là que je voulais venir avec Semedo parce que du coup on a dit Semedo a fait son match défensivement mais il va se manger d'autres joueurs dans les matchs qui viennent. Je pense qu'on va faire un match bien différent face à l'Allemagne. Exactement, effectivement. Mais du coup on en parlera à la fin de cette émission puisque tout est orchestré magnifiquement effectivement. Et du coup là je vais venir. On s'est endormi en début de deuxième mi-temps et on a finalement endormi, je trouve. Je trouve qu'il y a quand même certaines transitions. Non, moi j'ai eu peur. De la Hongrie qui te font peur. Ouais. Après oui, t'as un Pépé Semedo n'importe quoi. Pépé Rummenigge qui dans cet art là maintenant est impérial, on l'a vu. Ils sont rassurants, ils sont des champions de Paris Saint-Germain. Désolé Alex. Mais voilà, donc même ça on concède pas beaucoup de tirs, on concède pas beaucoup de véritables occasions, mais on se fait peur. Ouais. On se fait peur et beaucoup plus peur qu'en première période. Et là on commence à se dire est-ce qu'on va pas finir le match sur un match nul, est-ce qu'on va pas avec limite 2 attaquants. Il y a le but hors jeu. Ouais, on se fait voir sur le but hors jeu, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il y a le but hors jeu qui est un but magnifique qui est hors jeu. Il y a pas de boulette de Rui Patricio. Mais c'est aussi un bon indicateur, N'oublie pas son club formateur. C'est une bonne alarme si je puis dire, c'est un bon moyen de se réveiller. Est-ce que ça a été ça le déclic? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. En vrai, l'alarme, je sais pas, ça aurait pu surtout finir comme ça et 1-0 pour la Hongrie et nous pas trouver de solution et au final, ça aurait pas été mérité, mais ils auront joué leur coup avec leur force. Exactement, avec leurs armes. Il y avait vraiment aucune autre solution pour la Hongrie, je pense, dans ce match que d'appuyer sur son jeu offensif, tout à fait offensif, et d'essayer de jouer les contres. Tu joues avec tes forces. Tu joues avec tes forces. Ouais, bien sûr. Et on a sur une grande partie du match, comme on a réussi à les canaliser grâce à ce fameux losange défensif qui Rui Patricio était tellement loin que c'était plus le triangle Danilo, Pépé et Rummenigge. On a plutôt bien géré ça. Heureusement, sur ce match-là, face à une Hongrie qui allait jouer ses transitions à fond. Maintenant, on aura d'autres confrontations et d'autres physionomies de match, on en parlera. Effectivement. D'ailleurs, pour revenir sur le triangle défensif, s'il y a bien une certitude au sein de la sélection, c'est ce triangle-là. C'est bien sûr. Danilo qui doit commencer. C'est le seul truc qu'il a réussi à créer en 3 ans, c'est ça. À chaque début de match, ce trio doit commencer. Mais ça marche bien. Et ça marche bien après pour parler un peu de William Carvalho, parce que c'est vrai qu'il fait un peu débat et c'est normal, vu de sa saison, surtout de ses saisons au Betis. Je trouve quand même qu'il t'apporte quand même. Il te rassure. Je trouve que quand Danilo et William sont présents physiquement, quand ils sont venus gratter des ballons au milieu de terrain, quand il fallait imposer un défi physique, ils répondent présents. Et ils font du bien. Maintenant, c'est vrai que William a été mis un peu trop longtemps sur le terrain. Je pense que les changements c'est là que j'allais venir justement. 60e. Première mi-temps, j'ai pas de souci avec William. C'est plus en deuxième mi-temps quand on voit qu'on commence à manquer d'idées, qu'on a plus les transitions qu'on avait en première mi-temps. Là, tu dis le joueur qui peut débloquer la situation face à un bloc bas qui est capable de casser les lignes, que ce soit par une passe parce qu'on l'a vu ou par une accélération, c'est Renato Sanchez. Ouais, tout à fait. Donc on pense à Félix pour rentrer en premier, mais on peut penser également à Renato qui, à mon sens, rentre beaucoup trop tard. Bien trop tard. Et qui, en rentrant, certains diront que c'est Rafa parce que Rafa fait la passe D. Passe D un peu anecdotique, voilà. Si on peut compter ça comme une passe D, pour moi c'est clairement Renato qui change le match et qui aurait dû rentrer plus tôt pour changer le match plus tôt. Donc je vais laisser peut-être Dani parler d'entrée de Renato. Non mais comme ça, par hasard. Moi je suis d'accord sur le fait que quand on a un William en forme qui débute le match, on n'a aucun profil de ce genre. Enfin, on n'avait pas avant qu'on ait cette solution qui monte en puissance. C'est Renato Sanchez parce que c'est plus le poulain de 2016 qui rentre sur le terrain et qui enchaîne. Non, faut enchaîner. Qui enchaîne du coup et j'ai perdu le fil. C'est bon, ça revient. C'est plus le joueur de 2016 qui finalement tactiquement est complètement perdu, qui est partout sur le terrain. Non, c'est plus le cas. Quand il rentre, c'est même dans son jeu sans ballon. Le premier but, les gens pourront le revoir. Là, on peut pas le diffuser malheureusement. Mais sur l'ouverture, c'est BF. C'est Semedo. C'est Semedo qui trouve Bruno Fernandes. Regardez juste le mouvement de Renato qui en met 2 joueurs avec lui, qui ouvre en fait un espace. N'exagère pas non plus. C'était pas 2 joueurs qui se déplacent. Il y a que le central gauche de la Hongrie, je crois, qui se déplace.
Et t'as Rafa derrière qui fait ce mouvement en profondeur qui est bien réalisé. Et t'attends de ça de Rafa, même si, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Bernardo est capable de le faire aussi. Tu vois. Exactement. Et donc, bon, Rafa est sur le 3ème but et fait un truc incroyable avec Ronaldo, mais c'est plus anecdotique que ça. Tu soulignes le jeu sans ballon de Renato, mais c'est là où il a progressé, c'est avec ballon aussi. Oui, avec ballon. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu le joueur foufou qui voulait casser des lignes à chaque fois, percer des défenses. Et en fait, aujourd'hui, il se transforme à faire des ouvertures. C'est vraiment un joueur différent. Et ce joueur, je l'avais tweeté contre l'Israël, il doit être titulaire au sein de notre sélection, il doit commencer chaque match. Et pour moi, il doit y avoir un moment, il va y avoir un débat entre lui et Bruno Fernandes parce que c'est pas vraiment le style de joueur, mais ça commence à l'être parce que Renato commence à devenir de plus en plus complet. Et si on part du principe que William et Danilo, dans l'esprit du sélectionneur, sont titulaires indiscutables, il y a une place au milieu qui va devoir sauter. Donc Renato, s'il commence à faire ce genre de prestations, ça va faire comme en 2016, il va vite intégrer l'équipe. Quoi. Ouais. Et c'est peut-être lui qui me fera gagner une deuxième fois. On l'avait déjà dit lors des matchs de préparation et même Oui, avant. on l'avait déjà dit. Renato, c'est le milieu qui n'est pas titulaire, qui a le plus de chance et le plus de profil pour l'être, ou pour moins prétendre à un rôle dans l'équipe en tant que remplaçant régulier, du moins. Ou bien après, il y a Sergio Oliveira qui peut. Bon. Qui est avec nous ce soir? On va se fâcher son père. Effectivement, il a fait plaisir ça, on va pas en parler parce qu'il a pas joué, mais pour moi, il a juste pas le niveau pour ce genre de compétition. Quand j'ai vu sur le banc, je dis il va le faire rentrer. Quand tu mets pas Paligna, ça aussi on en a pas parlé, mais quand tu laisses Paligna. Quand tu mets l'Espagne sur le. Quand tu laisses Guedes, je veux bien. Que tu mettes Dallo. Déjà Dallo aussi. Déjà qu'il peut jouer à droite et à gauche en plus. Et tu mets Paligna sur le banc, je comprends pas. Apparemment, on m'a expliqué par contre dans la règle. Il y a 2 gardiens obligatoires sur le banc. Ah ouais. Apparemment, moi je sais pas, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Ah, ça expliquerait aussi pourquoi, je savais pas. Et parce que nous sommes transparents évidemment, et ça expliquerait pourquoi l'Angleterre a laissé Sancho dans les tribunes pour prendre un deuxième gardien. Ouais. Donc voilà. Ça ferait sens en tout cas. C'est pas mal ça aussi comme. Ouais. Il y a une question sur. C'est une belle règle. Dites-moi parce que je n'ai pas le retour, il y a un problème avec mon retour. Il y a une question de la part d'un auditeur, Sangoku Junior. Est-ce que vous pensez que Fernando Santos va changer son système tactique pour le prochain match contre l'Allemagne où il va continuer avec le Est-ce qu'on n'en parlerait pas à la fin? Oui, on parlera à la fin. Je pense ça dans la côté. C'est comme tu veux, boss. Oui, c'est moi qui vois. Effectivement, c'est moi qui commence. Toi, t'auras pas tapé. Mais si on peut revenir sur Renato, il apporte. Ce que disait Alex, qu'il a beaucoup évolué dans son jeu sans ballon et sans ballon tactiquement. Il a aussi apporté quelque chose, même ses caractéristiques naturelles sont le côté progresser avec ballon, son capacité à avancer, à dribbler. Ça, on l'a pas eu de quasiment toute la première mi-temps. Enfin, surtout en deuxième mi-temps. On n'a aucun joueur comme ça en fait. Non. Le truc, c'est qu'au final, quand tu te retrouves avec Pep, Ruben Dias, William, Danilo derrière la ligne du ballon, alors que t'as déjà le 5-3-2, comment tu fais pour percer? Comment tu fais pour avancer dans ce bloc défensif? Et quand t'as pas Cancelo aussi. Et quand t'as pas Cancelo, surtout. Quand il se manque ce genre-là, et tu te dis, bon, tu vois que la deuxième mi-temps, ça a du mal. Il le fait entrer à la 77ème. C'est ouf. C'est beaucoup trop tard. En plus, on a souligné, Mathieu, tu parlais d'un joueur qui pouvait essayer d'aller un peu vers l'avant, qui était un peu trop bas. Même Guerreiro. était trop bas. T'avais déjà 4 joueurs pour équilibrer. Et t'avais un Guerreiro qui était déjà. T'avais un 5ème joueur pour équilibrer comme Guerreiro. Est-ce que ça mettrait pas Nuno Mendes? Je trouve pas quand même. Enfin, Guerreiro. Je pense que ça changerait rien. On aurait dû peut-être sur ce match-là, ça change pas. Guerreiro d'un cran. Au milieu, moi, Guerreiro. C'est ce que quelqu'un a dit, ouais. C'est ce que quelqu'un a dit. Le mettre au milieu ou se le mettre à. Bruno Fernandes. Mais du coup, tu perds un profil offensif. Il a pas testé Bernardo Silva pendant 3 ans au milieu. Mais il a testé Guerreiro. Ouais, ça a pas de sens. Je dis pas, ça peut être une option. Si on l'avait essayé 5 minutes au milieu de terrain. Il y a un truc, on peut se faire tous les schémas possibles. On a Fernando Santos en tant que sélectionneur. Il a pas ces idées-là. Il peut pas mettre ça en place. Ouais, voilà, il a très peu d'idées selon moi. Tu vois, il a un management hors du commun incroyable parce que pour moi sortir. Enfin 3-0 de ce match-là, outre ça, tactiquement, il a rien fait. Il a une bonne étoile aussi, hein. Oui, pour moi, c'est ça. Il est croyant. Le but de Guerreiro, je suis désolé, contré, ça va petit filet, enfin voilà, tu le refais 10 fois, ça très laborieux. Mais à souligner le bon positionnement de Guerreiro. Oui, c'est ça, c'est ce que je trouve. Ça, c'est un positionnement dit en off, justement. C'est en fait que l'étincelle, la lumière vient du latéral, mais qui n'est pas censé être là, qui a la lucidité de se dire je vais me placer là, j'y vais. Et il y a un espace il fait son Dortmund au final. Bien sûr, bien sûr. Mais on remercie Dortmund parce que c'est là-bas qu'il a appris ça. Et sans ça, on n'aurait sûrement pas débloqué la situation. La Hongrie nous aurait sûrement pas laissé d'espace et on n'aurait pas. Par contre, il faut l'image de qui équilibre alors sur le côté gauche. Ouais, effectivement. Ça, on sait pas. Sur la sortie. Parce que je me dis qui si on perd la balle, Santos quand même, voilà. Donc on l'a pas perdu la balle, donc ça va. Mais du coup, un but, une ouverture du score anecdotique. Parce que du coup c'est un centre qui est contré, c'est une frappe qui est contrée, beaucoup de réussite. Vous l'avez fêté le but? On l'a fêté, oui. On l'a fêté parce qu'on était sous pression. On était très stressés que ça se passe mal. Surtout pour la première émission. On se disait est-ce qu'on va arriver en première émission avec la gueule dans une vieille ambiance, et du coup c'était un peu un soulagement, tu vois. Effectivement c'est pas un but exceptionnel du tout, on le sait, on a beaucoup de réussite, mais
on prend. Mais tu savais que t'allais dérouler après aussi. Voilà. Et en fait, tu sentais qu'il le problème, c'est que le problème de la Hongrie dans ce cas-là, c'est qu'ils jouent avec ce bloc bas, avec leur force, comme on l'a dit. Mais une fois que tu prends ton but, t'es obligé de tenter des choses ensuite parce que donc, y a des espaces, quoi qu'il arrive, tu repars avec 0 points et tu laisses plus d'espace et tu te fais punir parce qu'on a des joueurs qui, quand il y a des espaces, ça fallait prendre. On a eu du coup le second but via ce penalty. J'ai pas revu le ralenti de la faute, donc je ne sais pas, mais il y a faute, ouais, il y a faute, j'ai pas revu, je préfère pas me prononcer dessus. Et ce troisième but qui est pour moi la seule action bien du match, faut dire la vérité. Et qui arrive encore une fois beaucoup trop tard. La seule action posée où on pose le ballon, où on a des décalages, où ça cherche du 1-2 enfin du football, mais je sens. Après, il y a une chose qui change, c'est après ce premier but, la Hongrie doit attaquer. Oui, là c'est ce que j'ai dit. Doit libérer des espaces et du coup le deuxième but prend l'espace et Renato aussi parce que c'est lui qui emmène le ballon, etc. Il veut trop le placer. Non mais c'est parce que si on a une surprise. Non mais tu dis la vérité. Si c'est pas lui, on l'a pas. Mais est-ce qu'on peut souligner le penalty de Ronaldo qui est super bien tiré quand même? Passer au troisième but. Non mais et Ronaldo qui au final bien doublé, merci. Exactement. Voilà. Une prestation qui laisse quand même à désirer parce qu'on entend plus dans le jeu de cet homme-là, mais qui finit quand même avec un doublé. Est-ce que c'est parce qu'on lui demande? Et faut souligner la stat, c'est qu'a dit Mathieu tout à l'heure en off, ça fait 5 € d'affilée que Ronaldo y marque. Ouais, effectivement. 5 € d'affilée, sachant que c'est tous les 4 ans, donc ça fait longtemps. Ça commence à faire longtemps. Ça fait longtemps. Ici, il y a des stats et ils ont raison. Mais si on parle de jeu, parce que il n'y a pas de camp, il n'y a pas de camp, il commence pas. Jusqu'à la 80e, il n'y a rien. Oui, je suis d'accord. Et donc, ok, mais il fait ça au moment où le match se débloque. Le penalty même, c'est pas lui qui se le procure. Rien. Sur le troisième but, super. Vraiment, c'est du Ronaldo, il n'y a pas de problème. Mais avant, il y a eu un match. Et durant ce match-là, on l'a pas vu. Encore une fois, je lui demande pas de prendre un ballon, de dribbler 4 joueurs. Je lui demande juste de ce qu'il dit en conférence de presse, que je joue au milieu, à droite, à gauche. Moi, c'est pareil. Alors, mets-toi à ton poste qu'on te demande d'être. Si on te demande d'être à un poste, en tout cas. Parce que j'ai pas l'impression. Je crois qu'on lui demande pas ça, justement, Daniel. En fait, c'est Ronaldo, je crois qu'il a cette immunité, comme on a déjà dit. C'est bien ça le problème, c'est que t'as des joueurs qui donnent l'impression d'avoir un rôle hyper contraint. Bruno Fernandes, aujourd'hui, t'as l'impression qu'il a pas la même liberté. Ce qui peut se comprendre aussi, parce qu'il a aussi il est un parmi les autres en sélection, alors que dans ses clubs, ces deux derniers clubs, il est lui et les autres. Tout à fait. Et ça peut se comprendre, même si des fois, par rapport à son déchet, Alex a totalement raison là-dessus, tu te dis qu'à un moment, des fois, il y a un déchet qu'il doit pas avoir sur certaines phases et sur certaines prises de décision. T'as même Cancelo, on l'a souvent dit, c'est pas la même Cancelo en sélection qu'en club, pas la même liberté créative, pas la même liberté offensive, ce qui peut se comprendre aussi par rapport, il n'y a pas les mêmes sélectionneurs, pas les mêmes idées de jeu, ça peut se comprendre, mais le truc c'est que t'as le contraire devant, t'as Ronaldo qui n'a pas de rôle, qui fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et je suis totalement. On revient à l'occupation d'espace au début. Si tu occupes pas bien ton espace, tu peux pas créer en organisation de façon cohérente et de façon progressive. Et on a un Ronaldo qui marque son doublé, et ça on l'a souvent dit, mais qui pourrait déjà être si on arrivait à lui dire les choses simplement. Mais moi je vais avoir un débat avec vous. Quand t'es attaquant de pointe, quand on te demande vraiment, c'est de marquer des buts. Je suis d'accord avec vous sur tout le reste, sur le fait qu'il dans le jeu il bouffe trop de zones. Je suis d'accord, je finis. Qu'il bouffe trop de zones, ça je suis d'accord avec vous à 1000%. Mais ce qu'il demande à la fin, c'est d'être là dans la surface et de marquer des buts. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ça enlève pas sa mauvaise prestation dans le jeu. Mais par exemple, quand t'es Bruno Fernandes, qui était censé être le meneur de jeu de notre équipe, et que au final tu ne fais rien, tu ne pèses rien. Et depuis quand même 2 ans, c'est pas aujourd'hui, Bruno Fernandes, ça fait son dernier match, c'était Pays-Bas. C'est pas le seul poste qu'il a fait. Aussi. Et qu'au final, tu es censé être notre meneur de jeu et que tu n'apportes rien dans le jeu. Je trouve que s'il y a un joueur sur qui il faut plus taper en ce moment, moi c'est BF plutôt que Ronaldo, parce que aujourd'hui BF c'est censé être notre meneur de jeu, tu vois. Moi je suis d'accord avec toi. BF je trouve pas mauvais ce soir. BF je le trouve pas mauvais, surtout en première ligue, je le trouve pas mauvais. En fait c'est ça, il est pas mauvais mais il est pas visible en fait. C'est censé être une meneur de jeu quand tu joues dans le jeu. Mais pour moi les deux rôles se confondent en fait au bout d'un moment. C'est que t'as les déplacements de l'un qui BF va faire les déplacements de Ronaldo va faire les déplacements de BF, sauf que les deux vont pas apporter. Sauf qu'il est aussi très isolé aujourd'hui parce que t'as une équipe qui défend 5-3-2, qui te laisse aucun espace entre les lignes, parce que vraiment là ils ont rien laissé, ils ont décidé, parce que sur certains matchs, voilà, comme je l'avais dit dans l'article, ils mettent leurs 2 attaquants mais ils se projettent, tu vois, ils sont déjà loin. Et après, donc là, ils étaient beaucoup plus bas, donc forcément, t'avais des difficultés à rentrer dans ce bloc. Et t'as un Bruno Fernandes qui est au milieu et des merdes de tour. Des merdes de tour. Aussi, autant sur les matchs de mars, j'en ai beaucoup vu la BF parce que pour moi, c'est son niveau individuel qui était bien en dessous de ce qu'un joueur de son talent et de son niveau est censé faire. Là, je trouve que c'est le schéma de jeu du sélectionneur sur ce match-là qui fait que tu le mets dans un rôle beaucoup plus haut que d'habitude parce qu'il était pas relayeur, il était numéro 10. Donc voilà, et que t'avais aucun schéma pour monter les ballons jusqu'à cet espace. C'était déjà le cas contre. J'ai l'impression que BF c'est le cobaye en fait depuis un petit moment. Genre on s'amusait dans le trou où on sait pas quoi faire par rapport à notre adversaire au milieu de terrain, on le cale. Moi j'étais d'accord au début
vu. Faut faire des choix parfois. C'est vrai. Faut pas juste mettre des noms. Tu vois par exemple William, je suis d'accord qu'il a sorti trop tard, mais William il l'appelle, c'est son William, c'est son joueur, c'est celui qui veut. J'ai envie de dire, allez, il sait à quoi il va lui servir en fait. Voilà, il sait, il a joué 200 minutes cette saison. Il lui rend bien. Il lui rend bien, enfin il fait pas un mauvais match. C'est son joueur, il a besoin de lui dans son idée. J'arrive pas toujours à comprendre son idée, mais il a besoin de lui dans son idée. Bon bah il le met, il commence l'Euro avec. Je suis pas totalement contre, tu vois, même si j'estime que oui, un joueur qui joue quoi, même moins de 1000 minutes cette saison, appelé en sélection, ça fait un peu de tâche. Surtout qu'il y a plein de joueurs qui ont jamais été appelés pour plus que ça. Mais voilà. Et dis les termes. Ricardo Horta. Donc voilà. Et t'as d'autres joueurs comme Bruno Fernandes qui arrivent tard en sélection aussi, qui arrivent en 2018. Il a jamais réussi à trouver la formule. Et le truc c'est que là tu sacrifies limite un BF et tu sacrifies un Félix qui est sur le banc. Justement, j'allais y venir. Est-ce que en fonction de ce match-là, et comme l'a dit un de nos auditeurs, Daniel Fernandez dans le chat, Félix il a fait quelque chose à Santos pour pas le faire rentrer dans le match. Et en vrai quand tu vois, en vrai au-delà du fait que Félix ne rentre pas, quand tu vois le match de Bruno Fernandes, en fait ça te donne encore des raisons de le faire rentrer. Tu vois, c'est le joueur qui dans la même zone et au même poste peut te faire des différences. Surtout dans ce match-là où vraiment, comme tu disais là, où c'était vraiment un jeu en U, quoi. T'avais personne dans les intérieurs, personne dans les espaces. Un joueur qui est capable de naviguer entre les lignes, de redescendre chercher des ballons, les remonter, et de les conserver, et de faire la passe clé. Parce qu'encore une fois, t'as pas Cancelo aussi. Bien sûr, est capable de une créativité même sur son couloir, parce que la créativité est souvent liée au couloir central. Guardiola qui disait que Cancelo c'était un 10 qui joue à n'importe quel endroit sur le terrain, donc il manque bien sûr pour trouver parfois cet espace, ce petit dribble et ensuite mettre le ballon dans l'espace entre les lignes. Mais Jean-Félix, je peux comprendre qu'il soit pas titulaire parce qu'il y a l'état de forme, il y a l'état de forme aussi de Bruno Fernandes pas en sélection, en club. Bon, ça peut se comprendre, mais là sur ce match-là, tu sentais vraiment que la Hongrie allait plus ressortir à un moment, que ça allait être bloqué et qu'il fallait quelque chose, une créativité différente parce que c'est pas le même genre que Bruno Fernandes. Bien sûr. Et que pour moi, sur ce genre de match-là, déjà, c'est beaucoup plus un joueur pour ce type de match que Bruno Fernandes qui, avec les espaces réduits, a un peu plus de mal. Mais dites-moi, c'est pas des fois j'ai l'impression qu'on tourne en rond avec BF et Félix. Parce que quand c'est Félix qui est titulaire, on dit Félix on l'utilise mal. Quand c'est BF, on dit BF on l'utilise mal. J'ai l'impression qu'il y a le même problème un peu sur ces deux mecs alors qu'ils ont pas le même profil. Et j'ai l'impression que c'est clairement Santos le fautif sur ces deux mecs-là. Il est juste un peu plus haut en fait. Parce qu'on s'adapte à un joueur. Ouais, ok. C'est pas pour méchant, mais tu verras que le joueur qui va le mieux s'adapter, et ça veut pas. C'est André Silva. Moi je pense que ça dépend des adversaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand t'as un adversaire comme ça, c'est Félix qui doit jouer, tu vois. Mauvais choix à chaque fois. Et contre l'Allemagne par contre, contre l'Allemagne, Bruno Fernandes doit être titulaire, tu vois. Voilà, et ce sera pas logique. Alors que ça sera pas logique parce que on aura sûrement plus d'espace, on va sûrement plus se projeter, plus l'Allemagne va avoir beaucoup plus de moments de transition. Alors sur les quelques moments de transition surtout que aujourd'hui catastrophique. Il y a certains trucs, il y a un appui. C'est facile à travailler parce que ça peut être une solution contre l'Allemagne. Ça travaille, ça fait 7 ans qu'il est là. Bien sûr, exactement, mais bien sûr, mais ça peut être une des solutions contre l'Allemagne notamment parce qu'on sait que défensivement ils sont pas des joueurs qui sont très rapides et tout, très véloces. Tu peux le dire, ils sont mauvais. C'est un peu leur point faible. C'est leur point faible. On en reparlera tout à l'heure. Il y aura des espaces. Mais il y aura des espaces, ça c'est sûr. On n'en voit pas le match, mais il y aura des espaces. Donc c'était aussi une occasion de réviser les gammes et on ne l'a pas fait. Il y a eu d'autres matchs pour ça. Après, effectivement, mais il y a certains moments où c'est quand même catastrophique pour une équipe avec ce talent individuel. Il y a des équipes en Ligue 1 qui font mieux. En fait, c'est quoi le problème? C'est qu'on est rentré dans la compétition et qu'on n'a toujours pas un 11 type. Si, on a celui-là, mais c'est pas le bon. Donc on n'a pas un 11 type. C'est-à-dire qu'on n'a pas une équipe où on se dit ok on va lancer ça et après on voit. Genre en mode on est sûr de nos forces. On est toujours pas sûr parce que là au prochain match on sait pas s'il va faire des changements. Mais ça fait un moment qu'on est dans le flou Dani par rapport à ça je trouve. On l'a dit. Ça fait 5 ans. Enfin ça fait depuis 2018 pour moi. Moi ça fait depuis le premier match donc face à l'Espagne donc ça fait 1 an. Ça fait 3 ans. Autour de cette table qui arrivait confiant lors de l'Euro? Personne. C'est pas normal avec l'annonce. Et c'est pas normal. Moi je te prends un exemple. On a tous vu le match de l'Italie, non peut-être pas. T'as vu le match de l'Italie Alex? C'est le match Italie-Turquie, je sais pas. Non, j'ai pas vu. Voilà, bon. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu quand même. Mancini, il a depuis 3 ans. Ouais. Je dis pas que c'était incroyable parce que le premier temps, j'ai trouvé brillant de la part d'Italie, mais en 3 ans, t'as une transition défensive. T'as une équipe qui va oppresser son adversaire dans son camp, et t'as une équipe qui arrive avec certains schémas assez simples de trouver les espaces, de progresser dans le camp adverse et de marquer des buts. De presser haut, de récupérer des ballons. Il a mis 3 ans à faire ça. Danemark, Pologne. Et dans d'autres styles, dans d'autres styles, tous ils ont une identité de jeu. Pologne, en fait, c'est pas Pologne, mais l'essence de leur force et tout. Nous, on a l'impression que on a des joueurs bons à tous les postes. On a des joueurs bons qui jouent dans des grands clubs européens et tout. On les a mis ensemble, on a dit
Démarre. Allez les mecs, on va gagner maintenant. La consigne aujourd'hui, c'est gagner le match. Donc vous rentrez et allez-y. Ça fait penser au Real des Galactiques. Et après, en fait, ça clope. Tu vois, genre, t'as pas de fond. Ouais, bon, j'avoue l'exagération. S'il vous plaît. Parce qu'il y avait un peu de football champagne quand même. Mais genre, en fait, t'as pas hein. de. Ouais, mais t'as pas de. Pardon. T'as pas de fond, voilà. T'attends rien. Et en fait, en 2016, déjà, on se disait qu'on n'avait pas vraiment de fond. Déjà, en vrai, c'est la vérité. On s'en foutait, tu vois. Ouais, mais parce qu'on s'en foutait parce qu'on l'a gagné, Alex. Comme tu dis, mais on non, l'a gagné. On n'a pas d'effectif d'aujourd'hui. Exactement. Aussi, on a un effectif beaucoup moins bon. Je suis désolé, en 2016, on a une idée. Exactement. Elle est pas belle. Ça, oui, voilà, oui. Mais l'idée était là. Ou enfin, l'idée elle est pas là. Non, je répète, c'est par rapport à ce qu'on avait dit en mars dernier. On est là pour faire l'Euro 2020. Ce que je veux dire, c'est que le parallèle est bon. Non, mais c'est les antécédents, c'est les bases de Santos. Le parallèle est bon, parce qu'en 2016, tu t'adaptes à l'identité de tes joueurs. C'est-à-dire que tu fais en sorte, tu mets un André Gomez sur le côté, tu mets Jean Mario sur le côté qui a toutes les tu mets un allié en comme pointe. ça, tu alternes entre William, entre Adrien Silva, tu t'adaptes et tu laisses. Et j'allais dire Ronaldo et Nani, t'avais ces deux-là. Bon, tu les as mis dans des conditions. Ils ont fait le taf de fou. Et ils avaient un rôle déjà beaucoup plus défini qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, t'es dans une équipe avec beaucoup plus de talent individuel, qui va se retrouver avec des équipes qui vont fermer beaucoup plus les espaces. Et tu te retrouves avec une équipe qui, là cette fois-ci dans les schémas d'organisation, et ça il y a beaucoup d'entraîneurs portugais qui ont du mal avec ça parfois, c'est de débloquer ces blocs bas. Et ça fait 5 ans que dès qu'on te met un bloc bas, il a du mal. Il a beaucoup de mal. Je viens de résumer un truc important, c'est quand, en plus il évoque souvent à chaque conférence de presse, qu'il te dit ouais, Nani Ronaldo ça marchait très bien, pourquoi ? Parce que t'as Nani qui faisait un peu le sale boulot, de tout ce qui est placement, etc. Bah pourquoi tu le refais pas maintenant ? T'as André Silva. Moi je reste persuadé que le meilleur tandem c'est André Silva Ronaldo. Mais ça l'était en 2018 Alex, il a tout gâché. Il a mis à la Guedes Coupe du Ronaldo. Monde. Et au final pourquoi tu insistes pas dessus ? Parce qu'au final tu passes ton temps à te dire que ce 4-4-2 avec un joueur qui est là qui fait le sale boulot pour Ronaldo c'est le meilleur. Et tu mets un 4-3-3 qui au final ne marche pas quoi. Et ça fait depuis un an qu'on le dit. Ouais, t'as une remise à zéro de la Coupe du Monde et depuis il n'y a plus rien. Et aujourd'hui t'arrives au premier match, bah tu refais un 4-3-3 et on est là à 22h toujours avec les mêmes incertitudes. Ouais, c'est vrai. Et pourtant t'as gagné 3-0 pour ton premier match. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit souvent, il faut aller au-delà du résultat. Vas-y toi. Du coup, messieurs, je pense qu'on est revenu en long et en large sur le match. Maintenant, on peut revenir en long et en large sur les tops et les flops. Je vais commencer à ma gauche. Du coup, Alex, quels sont tes tops ? Alors, on va commencer par les flops peut-être, et après on fait des tops. Enfin les tops, allez, les top et flop, ça commence comme ça, top et flop, donc autant commencer par les tops. Ok, ok. Manifestement, il sait lire. Le poste va reprendre ses droits. Il y a encore un peu le changer. C'est toi qui commence, c'est toi qui me paye. Zéro. Du coup, quel est ton top sur ce match-là ? Alors, moi, qui est-ce qu'on retient de tout ça ? Danilo. Et pourquoi Nelson Semedo ? Non, pour moi, c'est Danilo. Il a souvent été décrié par les supporters parisiens parce qu'on a souvent cette tendance à croire que tous les joueurs doivent être comme Busquets, à faire des roulades, à faire casser des lignes à chaque fois. Et au final, dans son style de jeu, il est juste fort, quoi. Enfin, faut le dire, parce qu'il est là, il ramasse des ballons. Et dans le dispositif de Fernando Santos, il est juste précieux de fou et il a jamais déçu en sélection. J'ai pas un souvenir d'un mauvais match de Danilo en sélection. Peut-être l'Islande en 2016, premier match où il est pas fou. Après, c'est son premier match en sélection, il me semble. Ouais, c'était son premier match. Non, c'est pas son premier match en 2016 ? Non, en 2016, il était là depuis un an déjà. En compétition, son premier match, c'est pour ça que je le demande. L'Italie face à Genève. Mais non, sinon. C'était contre l'Italie son vrai match ? Ok. Sinon, ultra précieux et comme d'hab, il déçoit jamais. Je pense que c'est un vrai patron de cette sélection. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette rencontre. Ce qui en dit long aussi. Ouais, effectivement. Et effectivement. On est unanime sur Danilo ou vous avez d'autres noms à retirer ? Évidemment, on va parler de Renato Sanchez, je suppose. Je laisse. Mais oui, pour compléter Alex, c'est aussi Ruben Dias et Pep. Bien sûr. Mais ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce fameux triangle qui est la base de l'équipe, la plaque tournante. Vraiment. Et quand t'as ces trois-là qui sont capables de contrôler à la fois les espaces réduits, parce que quand tu défends bas, parce que tu vas avoir défendre bas face à l'Allemagne, face à la France, ça va arriver. Peut-être, on verra si ça dépendra de quel moment, mais ça va arriver. Ils t'apporteront des garanties. Ces deux-là t'apporteront des garanties. Ces trois-là. Ces trois-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, quand tu as un bloc plus haut, où t'as des espaces beaucoup plus grands à défendre, comme on l'a vu aujourd'hui, ils ont été aussi présents. T'as cette base-là où tu dis, bon, t'es un peu tranquille parce que ils peuvent avoir des contre-attaques, on va quand même être là. Si on est dans un bon jour d'Euro, ils sont rassurants, on est là, on est rassurant. Après, devant, t'es censé être un peu libéré, et au final, t'as attendu 84 minutes pour voir un peu de truc. Un bon décalage pour Renato. Vas-y. Effectivement. Et du coup, un des autres top, c'est forcément cette entrée de Renato Sanchez qui a changé la physionomie du match, littéralement, parce que excuse-moi avant de te lancer, parce que je sais que t'as envie de te lancer et on va te laisser le visuel sortir ton amour pour Renato, mais on sait que c'était le profil qui pouvait débloquer la situation, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, un joueur qui est capable de casser des lignes de différentes manières et qui l'a fait, notamment sur le deuxième but avec le penalty de Ronaldo, puisque au départ c'est lui qui casse la ligne, c'est lui qui élimine, qui fait la passe vers l'avant.
Et du coup, Dany, dis-nous en plus sur ton chouchou Renato. Alors, avant d'en dire plus, je voulais dire qu'on avait fait une petite surprise avec Marc. que j'avais demandé que j'avais demandé au préalable parce que je sentais, je le connais bien. On a une sacrée relation et je sentais qu'il allait être présent. Voilà. Vous allez voir sur les écrans que ça fait derrière. Il a oublié de mettre le Bayern par contre. Non, mais c'est pas important. C'est un passage à oublier. Il y a toujours des mauvais chapitres. Il n'a jamais joué au Bayern. Ni à Swansea. Ça lui a fait du bien, mine de rien. C'est vrai que ça lui a fait du bien, on le sait. Ça a dû lui apporter. Meilleur période de Carvalhal aussi, à Swansea. C'est vrai. Et Bruno Lage. Surtout Carvalhal. Donc pour revenir sur Renato, oui, pour moi c'est mon top. Outre Danilo, etc. Parce qu'on n'avait pas qu'un. Bien sûr, évidemment. Mais dans son entrée, pour moi, je savais qu'il pouvait répondre aux exigences qu'on attendait de lui finalement, parce que, comme l'a dit Alex, aujourd'hui il est capable de tenir son ballon, d'être propre techniquement, tactiquement aussi. Et dans son jeu sans ballon, pour moi, il a progressé énormément. Il sait où se placer. Je mets un moment sur le troisième but. On bute un peu sur le bloc et il était sur le côté droit. Il demande de temporiser. Il récupère ce ballon et là, de là, part un peu, c'est une 2, etc. Et ça part aussi de lui. C'est un peu le travail qu'on va pas forcément voir, mais qui finalement fait des énormes différences. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est pas notre star absolue, mais c'est aujourd'hui un joueur qui, pour moi, doit être titulaire. Qui peut être titulaire, qui peut prétendre, bien sûr, qui a tout pour le prétendre. Il a le mérite du monde. Et qui marque des points surtout comme ça. Pour les prochains matchs. On gagne l'Euro 2016 grâce à Renato Sanchez. Moi, pour moi, c'est le fait qu'il arrive dans l'équipe. Ouais, non, mais il change totalement le style de l'équipe. Le match de fou qu'il fait contre la Croatie, le but contre la Pologne. Et aujourd'hui, on se bat sur ça, mais ça fait 5 ans, mine de rien. Et 5 ans après, aujourd'hui, ça a beaucoup progressé. C'est un joueur qui est encore meilleur dans beaucoup de compartiments. C'est pour ça qu'il est titulaire. C'est le petit joueur dans le banc qui peut sortir à tout moment. Parce qu'en 2016, c'était plus ce profil de jeune qui apporte de la fraîcheur, de la spontanéité. C'était vraiment ça. C'est littéralement ça. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui est complet et qui sait faire plein de choses différentes, comme on l'a dit. Qui joue sur le côté. Qui sait pas justement. Mais là, sur un autre. C'est là qu'on en parlait justement parce qu'on avait vu William Carvalho. On l'a vu avec William Carvalho qui était souvent col à droite. Évidemment, il a fait son match. Mais dans ce profil-là, qui peut jouer dans l'axe et qui peut aussi venir se coller à la ligne. Renato Sanchez, c'est ce qu'il a fait toute la saison avec Lille. Lille championne en Ligue 1, donc c'est pas rien. Je suis désolé Alex, mais il faut dire les termes. Le PSG qui n'est pas arrivé premier. Non mais plus sérieusement, et du coup oui, comme l'a dit Dany, Renato Sanchez qui est celui qui a marqué le plus de points dans les entrants ce soir. Parce que on va se le dire, André Silva a un peu été fantomatique. Je sais pas si vous avez. Il a rentré quoi il a pas joué longtemps évidemment. J'ai fait une petite talonnade à un moment, j'ai bien kiffé. Si Danilo ouvrait bien, il y avait du coup aussi. Effectivement. Mais en tout cas, il a marqué des points. Il fera une petite photo Instagram pour dire comme quoi il est rentré. Alors, Renato a marqué des points, Danilo on savait déjà, la plaque tournante, les trois, Pepe, Ruben Dias, Danilo on le sait. Venez, on ressoulève quand même Ruben Dias et Pep. Parce que les mecs, ils ont le même profil. Effectivement. Ils ont le même profil et en fait, les mecs sont super complémentaires. C'est-à-dire, il y a un mec qui a le ballon, il va derrière, bah non, c'est moi. Mais tu sais pourquoi ça marche ? Parce que c'est deux grands défenseurs qui savent pourquoi ils sont là et qui savent quand l'un fait quelque chose, l'autre sait couvrir. Il y a pour moi un truc grave important, c'est que tu perds pas ton match tant que tu défends bien. Donc c'est pour moi un truc primordial dans le foot. Et le truc, c'est que avec Ruben Dias et Pep, ça le fait super bien. Moi, j'adore les. C'est vrai qu'ils sont rassurants. Après, ça va être une autre paire de manches. Ils sont un peu cette race et ils savent mettre les bons coups au bon moment. Ils savent jouer par rapport à ça. Et je trouve ça très très important. Alex. Un petit truc sur Ruben Dias, attention à son excès de pas dire caractère, mais d'agressivité. C'est un autre arbitre qui est un peu plus. Mais Alex, son jaune, tu lui mets ? Je lui mets pas, mais son coup de truc. Je dis pas que c'est. Mais c'est Pep à son âge, regarde, c'est pareil. Ouais, mais faut faire gaffe dans ce genre de compétition. Pep, c'est 14. Moi, c'est souvent ce que je reprochais à Ruben Dias. Enfin, et là, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. C'est tout début. Tout début, c'était que on savait qu'il avait un potentiel énorme, et que c'était un très bon défenseur, mais que parfois il avait les fils qui se touchaient un peu et sur un coup, il allait te faire une occasion où il allait te fracasser un joueur et se prendre son rouge. Après, pour moi, sur l'action dont on parle, on peut mais pour moi, il a vachement gommé ce défaut-là. Sur cette action-là, il est sur un duel aérien. Il est sur un duel aérien. Bien sûr, mais il a forcément. Il a gommé ce défaut-là et c'est les joueurs gomment tous leurs défauts entre guillemets. En tout cas, travaillent pour gommer ces. Du coup, il a encore jeune, ça veut pas dire qu'il peut pas encore avoir, tu sais, des flashbacks. Bien sûr. Mais pour moi, surtout que c'est la première compétition internationale. Donc tu sais, 65 matchs, il joue pas. Mais la première fois qu'il était titulaire, quand il a mis sa petite manchette, je me dis c'est un arbitre. C'est une coupe amicale. Peut-être le truc qu'on a construit, tu vois, en 3 ans depuis la Coupe du Monde. C'est ça. C'est surtout ça, cette relation Pep Ruben Dias dès le premier match à sa Italie en Ligue des Nations, c'est le truc, t'as l'impression, il s'est dit ce sera Ruben Dias
et Pep, et on verra l'évolution de Pep. Fonte revient après parce qu'il était un peu écarté à ce moment-là. Ça fait 3 ans, dire il a créé au moins ça, faut lui rendre ça. Bon, pour le reste, on attendra. Bien sûr. Du coup, on est revenu sur les tops. Les flops. Qui a perdu des points sur ce match-là? Pedro Gonçalves. Alors ça c'est gratuit. C'est gratuit. On embrasse nos amis Sporting English. C'est totalement gratuit. Alex est un nouveau supporter de Sporting depuis quelques semaines. Mais ça va, il est de ton avis pour le coup. Du coup, plus sérieusement, qui est-ce qui pour vous a perdu des points sur ce match-là, en sachant qu'on a gagné 3-0, qu'on a fait le boulot, ce qu'il fallait faire? Le pauvre il a pas fait exprès, mais Diogo Jota. Diogo Jota, tu penses? Ouais, le pauvre il a pas fait exprès, c'est même pas de sa faute, mais. Bah moi si je parle de concurrence, Diogo Jota pour moi c'est le profil unique si on fait de la comment dire, de la profondeur. On va pas mettre Guedes, donc pour moi il part vers 20 points, bah je répète moi c'est Bruno Fernandes. Si tu pars du principe de la concurrence, je parle vraiment des joueurs qui a son poste et qui sont en concurrence avec lui. Comme ça, ouais. Bah je me dis que le garçon il fallait qu'il marque des points maintenant, il les a pas marqués, derrière t'as du Renato, t'as du Jean-Félix qui mériterait un peu d'avoir du temps de jeu. Et ça pousse derrière, donc Diogo Jota je pense pas parce qu'il y a que Guedes et Rafa dans son profil. Ouais, il y a pas de. Effectivement, donc à choisir entre les trois, évidemment. Pour moi, c'est. Si on a c'est Bruno Fernandes parce qu'il y a le plus de solutions pour toi. Exactement. Pour pallier à son absence. Tu penses que Diogo Jota il va jouer les 3 matchs là en titulaire? Je pense, ouais. Surtout là contre l'Allemagne et la France. Sur les transitions. Mais Bruno aussi sur des matchs de transition, ça peut être ses matchs clés. Je comprendrais moins qu'ils le mettent sur le banc au prochain match que le match qu'on vient de voir. Exactement. Pour moi, parce que l'équipe contre qui tu joues a un profil complètement différent. Dans la logique. Et on suppose qu'on aura beaucoup plus d'espace à exploiter si on en a, parce que je sais pas si on aura le ballon, mais il faut sortir aussi. Dans les transitions, ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais dans les transitions et tout, on aura beaucoup plus d'espace contre l'Allemagne et la France qu'on en a eu contre la Hongrie, qui était une équipe qui jouait en bloc bas avec ses forces, comme on l'a dit. Moi j'ai une question, Ton. Ouais. C'est qui a augmenté mon siège? Il savait que j'étais petit. Hein. Il y a un mec qui a dit lui, on va lui augmenter en masse. Je me suis jamais aussi grand de ma vie. On a vu que t'étais en retard, on s'est dit, on va prendre nos précautions. On le savait, parce qu'il faut savoir que Alex, vous voyez là, est arrivé à 20h59. Non, on a prédit 59, il est arrivé à 57. Il est arrivé à 57, effectivement. Il a fait un effort. Et du coup, on continue unanime sur Bruno Fernandes ou on en a d'autres? Moi j'en ai un autre. C'est Ronaldo, frère. Fernando Santos. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Non, pour moi c'est Rafa, il est sur pour moi c'est BF. Après Bernardo Silva, pour moi c'est malgré lui, parce que pour moi c'est normal que c'est. Je peux même plus rapprocher. Justement, mais ça aussi ça répond. Ça aurait pu être une solution au problème BF, puisque c'est un des seuls joueurs qui est capable de venir entre les lignes, de venir s'intercaler. Et en fait on le bride, on lui dit tiens tu restes là-bas, c'est pas son profil, il sait pas le faire. Ce qu'on peut potentiellement voir, c'est peut-être voir Renato décalé à droite, comme il le fait à Lille. Il l'a fait contre l'Espagne. Et voir Bernardo peut-être passer dans l'axe. C'est ce que j'aimerais, mais de toute façon t'as pas d'autre choix. Parce que t'as qui? Tu vas mettre Rafa, Guedes? Bah j'ai peur. Tu penses à Rafa à cause de ce match. Voilà, ça me fait très peur. Mais tu vois par exemple, tu te rends compte que Pizzi joue plus souvent au milieu que Bernardo sur cette première année. C'est ouf. C'est scandaleux. Tu vois, c'est que on a parlé de Guerrero en mode à 27 ans quand même. Parle du capitaine de Benfica quand même. J'ai envie de péter un plomb. Là, je suis à vous là. Non mais effectivement, alors j'allais dire quelque chose avant cette connerie, mais excellent. Non mais du coup, alors j'allais dire un qui n'a pas marqué de points non plus. Est-ce qu'il a pas marqué de points? C'est du coup c'est Medo. De toute façon, il n'avait pas non plus à. Parce que selon les stats, il est au minimum. Mais c'est pas non plus un mauvais match. Qu'il est bon défensivement. Ça, c'est un. Attends, il y a alors s'il se réveille la régie, on va prendre 45 minutes. Non, c'est Medo, tu sais qu'il est pas mauvais. Ouais, en sélection. En sélection. Insiste sur en sélection. Ne parlons pas des 3 dernières saisons qu'il fait en club. Il va bientôt parce que les abonnements avec ses les matchs. Oui, non, mais les matchs, je parle de ça en sélection seulement. Tu sais que c'est le profil contraire à Cancelo qui est plutôt sur ses pieds. Mais je suis désolé, Cancelo il est meilleur défensivement que Nelson Semedo. Ah oui, bah après je suis meilleur défensivement que Nelson Semedo. Oui, non, je vois ce que je veux dire. La seule chose où Semedo est bon, c'est peut-être défensivement en sélection. Et c'est un problème pour un joueur qui est ailier de base et qui a performé chez nous avec ses aspects défensifs. Le truc c'est que ça nous bride énormément et on l'a déjà dit et redit avec Cancelo. Pour moi, Fernando Santos ça lui suffit largement. Pour moi, tu vois, quand Cancelo n'est pas là, bon bah de toute façon Semedo il a quand même titularisé Semedo lors de la Ligue des Nations il y a 2 ans. Et contre la France. Contre la France au Stade de France. Que nous avons gagné. Donc Cancelo ça fait longtemps qu'il est malmène Santos, faut pas l'oublier ça. Donc il l'appelle parce que là c'est impossible de pas appeler chez Cancelo, mais en 2018. Après Cancelo au niveau international c'est la vie qui le malmène. Oui voilà le pauvre. Parce qu'il a quand même 37 ans. Là tu l'as pas vu. Là le pauvre il a vraiment pas de chance, on l'attendait tous au tournant et il a pas de chance. Là oui mais en 2018 non. Oui 2018 c'est déjà un des top ailiers. Bien sûr. Mais là c'est encore arrière parce que
d'Italie, il n'est pas appelé et on appelle Cédric Soares. Ouais. Là c'est encore pire parce que c'est un des meilleurs joueurs de première ligue, clairement. Oui, bien sûr. Et il a même s'il n'aurait pas le même profil avec nous, évidemment. Non, mais ce que je pense dire, c'est qu'en sélection, Nelson Semedo on a très rarement déçu en fait. Il a toujours fait ses matchs. C'est pour ça que ça me choque pas qu'il soit titulaire. Offensivement, il réussit pas un centre et c'est embêtant quand t'as rien à la surface, tu vois. Ton jeu se base sur les centres. Voilà, en plus, donc, surtout quand ton capitaine lève la main au second poteau, alors que c'est impossible de lui mettre, mais il centre quand même à la place de déborder. Non, mais c'est Cancelo, il lui met tous les jours. Ouais, mais Cancelo il déborde le mec. Il est capable de faire ce dribble. C'est quoi qu'il a dribblé un mec? C'était Brahimi en 2016, quoi, peut-être. Avant de servir Mitroglou. Le mec était fort. Et il sait plus dribbler un joueur. En espérant que Bruno Lage répare tout ça. Il a du boulot. Prenne la sélection de joueurs comme ça. Messieurs, on a fait les tops et les flops, on va parler un peu du match qui nous attend et qui arrive samedi à 18h. On jouera après la France qui jouera la Hongrie à 15h. Donc on aura supposément plus d'auditeurs, puisque les gens ne sont pas dans le match. À noter que la France mène à la mi-temps sur un CSC du Mels, pour l'info. Et il a des sources. Et ouais, je suis pas comme vous, j'ai droit à mon téléphone. Parce que je suis le boss en fait. Je le rappelle comme j'en profite. Et du coup, qu'est-ce qu'on attend de ce match-là? Est-ce qu'on attend des changements? Est-ce qu'on est confiant pour ce match-là? Et c'est tout. Qui veut prendre la parole? Qui veut se prononcer? Moi je pense qu'on doit rien changer, qu'on doit garder ce boss, personnellement. Ça c'est mon avis. Je serai là. Ça me dit plus sérieusement, sur la compo. Non, pas sur la compo. Aussi, ouais. Est-ce que tu attends des changements ou qu'est-ce que tu attends du match dans le match déjà, on n'aura pas autant le ballon, ça c'est sûr. Tant mieux. Et je préfère qu'on n'ait pas le ballon parce qu'on est meilleur sans ballon. Et sur la compo, si tu gardes BF, je vois pas ce que tu peux changer en fait. Ouais, voilà. Changer pour changer, ça sert à rien. Mais réajuster parce que tu dis que ce profil-là peut s'adapter par rapport à ce qu'il y a en face, les gens qui pourraient être potentiellement titulaires en face, pourquoi pas. Mais là, peut-être Renato. T'as parlé de Renato, quoi. Ouais, juste Renato. Renato. C'est un changement que tu vas demander que tu ne vas absolument pas avoir, quoi, comme on connaît Santos. Je sais Parce pas. que t'as William, donc. J'allais dire, si tu testes pas Bruno Fernandes dans le match face à l'Allemagne où t'auras beaucoup plus d'espace en transition, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas maintenant concrètement que tu dois changer, faire des inventions et finalement t'as fait le plus dur. Là, il va vouloir sécure. Il sait que il gratte un match nul, il est quasiment sûr d'être qualifié, même s'il finit 3ème. Et il sait que l'Allemagne va tout faire pour gagner. Surtout qu'il est coutumier du fait. J'ai regardé, j'ai fait différents tests de tableau, c'est limite mieux de finir 3ème. Oui. Tu tombes contre une petite équipe. Oui. Peut-être il va nous faire le coup comme à l'Euro 2016 en finissant 3ème. Peut-être il va nous faire le coup comme à l'Euro 2016, up in Renato et ça marche bien. C'est à Croatie qui met Renato. C'est Cédric Soares déjà. C'est le genre de joueur qui peut en cours de compétition, sans pas jusqu'à ce moment-là, commencer à entrer. Mais l'Allemagne déjà, je pense qu'il y a 2 points, c'est qu'on n'a pas de central gaucher. Ouais. C'est vrai. Et ça peut être compliqué. Si tu regardes le match de l'Espagne face à l'Allemagne où ils prennent 6-0, c'était un point important. Pas avoir Pedro Neto, ça va être un point important aussi. C'est le genre de choses où tu peux décaler sur. Tu peux commencer à construire sur le côté gauche et décaler ensuite sur le côté droit. L'Espagne avait Ferran Torres, nous on a personne. Vraiment on a personne. Mais justement, Neto aurait pu être une solution aussi. Neto aurait pu être une solution. Parce que ça peut être une solution pour tout le temps. Ouais, mais parce que c'est un joueur qui peut rester collé à la ligne et te faire des différences. Bien sûr. Et c'est là où j'ai peur de la dinguerie Rafa en fait. Non, parce qu'il y a Jota. Il la sentait venir là. Il y a Jota qui sera là justement pour un peu être de ce joueur qui va aller derrière la défense allemande. Et ce sera notre principale arme offensive, je pense que ce sera ça, c'est transition rapide, Bruno Fernandes qui lance Diogo Jota parce que l'Allemagne joue très haut, en fait l'Allemagne veut jouer contre le Bayern de Munich mais le problème c'est qu'ils ne savent pas jouer comme le Bayern de Munich et ce sera pour moi la clé du match, c'est ça, c'est cette transition entre Bruno Fernandes et Diogo Jota, si on arrive à les trouver ça peut faire mal. En sachant que si ça reste comme ça, il faut absolument qu'il gagne. Ouais, mais si tu bloques ça, t'as plus rien. Si les Allemands ne sont pas bêtes, tu bloques cette relation Diogo Jota avec Bruno Fernandes, c'est fini. Ils sont dans une situation délicate et du coup on en parlera. Oui, en plus ils perdent parce que ils perdent à la mi-temps. On en parlera du coup samedi soir ensemble encore une fois à 21h, c'est bien toujours les mêmes horaires. C'est ça. C'est bien toujours les mêmes horaires donc on vous attend évidemment. Je serai là. Ça va regarder en mode c'était moi le nouveau boss. Je préfère m'en assurer, tu vois, pour plutôt qu'éviter de dire des bêtises. Mention spéciale pour terminer peut-être messieurs. Rapidement. Allez, c'est parti. Moi mention spéciale à Marc.
Marc qui est en Suisse, qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Tu m'as grillé une anti-sèche parce que j'avais fait un mention spéciale. Bon, je vais mentionner les 2 zigotos derrière. Donc moi, mention spéciale à Marc qui ne peut pas être là ce soir, il est en Suisse, donc qui mérite des applaudissements. Qui mérite des applaudissements. Félicitations. Et on l'accueille sur ce plateau, c'est donc non, merci pour tout le taf que tu fais, c'est monstrueux, gratuitement en plus. T'es le meilleur, on t'aime. T'es monstrueux. Et petite mention spéciale à nos auditeurs qui sont toujours là, qui nous écoutaient à 1h du matin sur Discord. Tous les trucs. Un lundi soir. Donc voilà, merci à vous et merci à Marc surtout. Je te fais des gros bisous, mon gros préféré. Voilà, il a quand même pris une balle parce que fallait respecter les quotas. Oui, mention spéciale peut-être. Moi, la mention spéciale, c'est à nos supporters portugais qui sont déplacés à Budapest tout simplement et qui ont fait un petit bordel sympa et des petites vidéos sympas et qui poussent derrière l'équipe. Et je trouve que pour moi, c'est quand même des hommes forts dans une compétition, sachant que j'aime ce monde-là. Et bam, je compte tout et bam, je compte tout, comme ils disent. Et on espère qu'on va aller le plus loin possible. Et grâce à ces supporters-là, ça démarre bien sans être flamboyant, mais en tout cas, on est soulagé de ce démarrage. On pourra faire peut-être 4 émissions ici du coup. Peut-être. Ne parle pas trop vite. Je suis superstitieux. Renato, t'es tout Encore Non. Renato. On va renommer l'émission Renato. Vous y avez pas pensé parce qu'il est un peu invisible, mais mention spéciale. Bon, déjà à Nico. Ouais, voilà. J'allais le faire. C'est lui. Mention spéciale à Nico. Mention spéciale à Philippe. Il a fait le live pour le live tweet. Bélec, on dit ça, mais en fait, il a rien fait. J'ai rien fait. Je me suis fait mentionner une fois, donc au moins il a fait un tweet. Bon, ça va. C'est Mention spéciale à c'est moi Philippe qui ai également. quand même. Et en vrai, mention spéciale même à toute l'équipe parce que c'était. J'ai eu peur. Mention spéciale en vrai à toute l'équipe parce que ça fait 2 ans qu'on a démarré, ça fait 2 ans qu'on voulait faire ça finalement et c'est une opportunité. Ça nous fait plaisir et franchement, j'étais à l'aise. Surtout avec Mathieu à mes côtés. Donc ouais, non, un grand kiff et pareil à nos auditeurs, téléspectateurs. Et voilà, on espère que vous avez pris du plaisir et nous, en tout cas, on en a pris. Enfin, personnellement. Clairement, ouais. Mathieu, sans répéter ce que les autres ont dit. Ils ont grillé toutes les mentions spéciales. Ouais, effectivement. Je vais essayer d'en trouver. Vas-y, dis-nous. Un Portugais qui fait du vélo peut-être. Le mec fait du judo là, le Montero. Jean-François. Non, mais il est Sportingiste donc ça marche. Special One, José. Mais je crois qu'il gagne en plus aux séries là actuellement. Il est en train de jouer en ce moment même. Voilà, on l'embrasse, on sait qu'il va nous écouter en rentrant. Arrête. Finale de Première Ligue. Ouais. Finale de Première Ligue, c'est une grande compétition. Avant Mourinho. Voilà. Pas Mourinho. Avec Tottenham. Plus de victoires en Première Ligue cette année en fléchette que Mourinho en football cette année. Faut le dire. Mais vraiment, spécial et pour ce studio parce que franchement, c'est magnifique. Effectivement, vraiment gros taf de toute l'équipe et je rêve de faire un débrief de un Braga Tondela dans ce studio. Ouais, effectivement, ça serait. Faire des palettes et tout un jour. Messieurs, dames. On peut conclure, je pense qu'on est bon. Si, j'allais y venir, j'allais dire une dernière mention spéciale évidemment à Maxime et Nico qui sont derrière. Merci. On vous embrasse. À l'Area, c'est les chefs. On ne vous paiera pas évidemment. On vous paye un merci. Non, vous sérieusement, merci à tous de nous avoir suivis, c'était un vrai plaisir. Ouais, c'était un premier exercice pour nous tous. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. On a transpiré. On attend vos retours évidemment. Tous les conseils sont bons à prendre, tous les avis sont bons à prendre. Bien sûr. On se retrouve samedi soir pour un débrief, on l'espère, encore une fois positif, après Portugal-Allemagne et également France-Hongrie, mais on n'en parlera pas parce qu'on s'en tape, on est là pour le Portugal. Et du coup, c'était tout pour nous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. On se retrouve du coup samedi soir. Excellente soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Bisous, ciao.